Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 19 juin 2023. Bienvenue dans la quotidienne, on va aborder aujourd'hui dans les nouvelles pas mal de choses concernant Tether. Ça y est, on a des infos par rapport à Coindesk, on a discuté vendredi, on a pas mal de choses à voir. Ensuite on ira faire une attaque sur JP Morgan et BlackRock avec son ETF. Bien comprendre les impacts que ça peut avoir sur Bitcoin, mais pas que, bien évidemment, sur tout le reste. Et est-ce que ETF est une securities ou non? Ça va être la grande question. Est-ce que ETH est une securities ou non? Ensuite, on ira dans la partie technique dans laquelle vous allez voir, on a eu plus ou moins bon au niveau des prévisions sur vendredi, dans lequel on a eu une grosse accélération. On a eu peut-être même un petit peu plus, et on va comprendre pourquoi est-ce que ça signifie. Et vous allez voir, ça va être intéressant parce que ça a été porté majoritairement par Bitcoin, ce qui est plutôt positif sur le long terme, pas forcément sur le court terme. Je vous explique tout ça tout de suite. On attaque avec les retours de Coindesk sur le rapport de Tether. Pour rappel, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo de vendredi. Donc je vous invite à la regarder, je vous la mets en haut à droite si jamais vous voulez voir justement l'avant-après. Nous avons dans cette explication Coindesk qui a récupéré justement les documents fiscaux de Tether, enfin une partie. Et Tether avait commencé à faire une communication en disant « Oula, attention, on a envoyé les documents à Coindesk, on sait pas comment ils vont les interpréter, en tout cas nous on l'a fait de façon... on a arrêté de freiner pour les donner. » Et la suite aux documents de Coindesk, enfin de Tether analysés par Coindesk, on a pas mal d'informations sur la composition de leur portefeuille, sur la composition des liquidités, dans quelle banque, à quels moyens, on sait qu'ils ont détenu un petit peu d'obligations chinoises, enfin bon, on a pas mal d'infos, mais somme toute pas grand chose. Par contre, il y a une info qui est très intéressante, c'est Tether qui, justement, trouve que c'est étrange que l'USDT dépègue juste après justement le fait que on ait des informations qui soient partagées avec Coindesk. Très important de le noter, c'est que là, il se pose des questions. C'est vrai que c'est très étrange quand même qu'on se retrouve avec un dépeg qui a été relativement fort au niveau de l'USDT, à savoir que l'information n'avait pas encore leaké, c'était juste avant. Par contre, ce qui est aussi important de prendre en considération, c'est que forcément, il y a eu un FTX-like, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont eu peur qu'on se retrouve dans la même schématique que FTX, c'est-à-dire qu'on a des informations qui fuitent, et que derrière, on se rend compte que c'est naze, et que derrière, bah forcément, on est un crash à la FTT, et donc forcément, les personnes ont réagi très fortement à travers du FUD. Et on va pas se leurrer que le Tether FUD, c'est un petit peu le FUD qu'on a le plus souvent. Je vous rassure que USDT est totalement solvable, que USDT est toujours PEG, et que de toute façon, même si USDT crachait, je peux vous dire que ça ferait tellement mal à l'écosystème crypto, que l'USDC prendrait sa grosse claque, DAI prendrait sa grosse claque aussi, et je pense que là, il y aurait que si jamais vous avez du Bitcoin ou de l'Ethereum, que vous n'arriverez pas à zéro et que ça resterait pendant un certain temps. Je pense que ce serait vraiment très compliqué pour l'écosystème, mais pour l'instant, il n'y a aucune peur à avoir, parce qu'on a tous les éléments qui sont donnés, et si Coindesk n'a rien trouvé, bon, bah ça veut dire que c'est plutôt solide. Je vous mets l'article de toute façon dans le thread Twitter, de toute façon à pouvoir le lire, vous avez toute la composition, toutes les informations, si ça vous intéresse, c'est relativement bien fait, c'est exhaustif, donc on a toutes les infos. On continue avec JP Morgan, qui parle d'Ethereum comme étant justement potentiellement classé comme une autre catégorie par le Congrès des États-Unis. Alors, c'est suite principalement aux documents de Hinman qui ont été dévoilés, ça je vous en ai déjà parlé, ce sont les documents qui ont été dévoilés lors du procès Ripple versus SEC, dans lequel ils définissent que Ethereum n'est pas une securities. Très intéressant de noter que ce sont des documents qui sont internes à la SEC qui ont été dévoilés de cette façon-là. Et justement, la notion d'Ethereum n'a pas encore été attribuée. Est-ce que c'est une communities, une securities? Même si notre bon ami Guy Gensler a fait des claquettes devant le Congrès américain quand on lui a posé la question pour ne pas répondre à Ethereum, sur justement la classification d'Ethereum, mais on va pas se cacher qu'à l'heure actuelle, Ethereum est bien parti pour être considéré comme étant une commodities et non une securities, et JP Morgan considère que ce sera encore autre chose, qui sera peut-être le moteur du changement de la catégorisation des justement crypto en non-securities, en quelque chose qui est entre les deux, même explication que je vous avais déjà faite vendredi, qui est que
Au début, on va être centralisé pour pouvoir ensuite être décentralisé. Donc forcément, au début, on va être peut-être une securities, mais à terme, on ne le sera pas. Et ça fait écho, justement, au dépôt du BTF Spot, de l'ETF Bitcoin Spot par BlackRock. BlackRock, on n'oublie pas que c'est le géant des fonds, avec 10 000 milliards de dollars en fonds de gestion. Et je pense fortement qu'on verra bientôt, alors pas tout de suite, mais bientôt, une nouvelle demande, cette fois-ci pour ETF, Ethereum, Spot. Je pense très fortement qu'on va avoir quelque chose comme ça qui va se structurer à partir du moment où on aura un pseudo-go qui se fera sur la notion d'Ethereum. Donc on aura un deuxième ETF qui va être demandé par BlackRock à la SEC. Alors là-dessus, c'est encore demandé, on va attendre le résultat. Je pense très fortement que ça risque d'être accepté, je ne vois pas comment ça peut être refusé, notamment si c'est BlackRock, même si la SEC pourrait rester droit dans ses bottes. Et la question c'est, est-ce que la SEC est droite dans ses bottes, et justement, quel est l'impact de cette demande de TF Bitcoin sur le spot? C'est qu'on a une valorisation de Bitcoin qui est en train de se faire, et qui est en train de se voir, c'est-à-dire que la dominance de Bitcoin est en train d'éclater, on se rapproche très très fortement des 50%, l'accélération qu'on a connue vendredi ce week-end, justement, ça nous rapproche vraiment des 50%, parce que c'est une accélération qui est propre à Bitcoin, et pas aux cryptos en général. Certes, la crypto respire un peu plus quand Bitcoin pousse, mais ça n'empêche que la dominance montre bien que c'est un mouvement qui est porté par Bitcoin, et qui est porté aussi par l'espoir de la validation de cet ETF Bitcoin Spot, qui permettrait à avoir aux liquidités institutionnelles et semi-institutionnelles de passer directement par un ETF Bitcoin Spot, pour pouvoir s'exposer à la crypto, et là-dessus, on aurait forcément des prémices d'un prochain bull run qui pourrait se mettre en place, ou se structurer. Encore une fois, c'est une possibilité, ça peut être refusé, ça peut être accepté, on verra le retour de la SEC, et surtout l'argumentaire qu'il y en aura. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui va être relativement faible au niveau des USA, on est dans un jour férié, et cette semaine on a mercredi 21 à 16h un discours de Jérôme Powell, ensuite nous avons 16h encore une fois pour jeudi 22 juin, un nouveau discours de Jérôme Powell, avec derrière le PMI Service qui tombera vendredi, dans lequel on pourra avoir un petit peu ici de volatilité, mais ça va rester relativement faible. Je pense que ça va être une semaine qui va être plutôt paisible, plutôt dans la consolidation, voire le ranging. Au niveau de la crypto, on passe sur BTC en CME pour la clôture weekly que l'on a eue. Clôture weekly qui se fait au-dessus de la rupture de la R, d'accord? On avait eu quand même une belle semaine bien rouge, et en une journée, on a quasiment tout ravalé, on est repassé en positif avec une jolie image qui est allée chercher la liquidité, on a bien retesté le support, on clôture au-dessus, donc ce qui est plutôt positif, on n'a pas fait de rupture de la R, donc on reste toujours au-dessus des 25 500, très important. Ici en daily, on le voit bien que nous avons toujours notre canal baissier, et que on a bien fait ici une petite tentative, puis on est repassé au-dessus. Là-dessus, cette tentative, on voit un petit peu la présentation que je vous avais faite en horaire, dans lequel on avait une cassure, consolidation, cassure, accumulation, réaccélération haussière. Et on était dit justement de partir un peu dans le même scénario, dans lequel on avait ici première cassure, consolidation, deuxième cassure, accumulation, réaccélération. Donc il s'est passé exactement ça, dans lequel on a eu première accélération, consolidation, deuxième accélération, consolidation, troisième accélération. On est allé chercher le 618, dans lequel on a eu une première justement réaction, très intéressante, dans lequel on est allé chercher les liquidités de ces blocs-là. D'accord, vraiment une petite image qui était allée chercher toute la liquidité, réaction baissière dans laquelle il y avait un scalp à prendre sur la réaction 618, et ensuite, exactement, réaccélération deuxième partie, on était allé chercher quoi? 786, avec à côté les liquidités de ce bloc-là. C'est aussi très important de noter qu'on est vraiment ici sur les niveaux clés de retracement de Fibonacci, et qu'on est vraiment dans les niveaux clés de recherche de liquidité. Donc on est dans une structuration qui est vraiment classique, et qui est vraiment très importante à prendre en considération. Plusieurs choses. On va revenir dessus, on va juste regarder avant l'order flow. L'order flow dans lequel on a bien un mouvement qui a été porté ici par le perpétuel, d'accord? Pas du tout par le spot, donc c'est un mouvement qui est 100% perpétuel quasiment, dans lequel on a une consolidation du perpétuel depuis qu'on est dans cette zone-là. Ensuite, une autre chose à noter, c'est que les positions des top traders sur Binance sont actuellement flat. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été porté par eux, on voit bien qu'on a eu la totalité des positions de Binance qui ont commencé à se structurer en short, alors que on avait les positions des top traders dans lesquelles on avait ici un achat massif, et on voit qu'on est en train de tenir la position. Très important, on n'a pas eu de décalage, on a un tout petit baisse, mais on passe de
on va regarder tout de suite, 56,33, donc 56,33 à 55,5, donc on est relativement faible en termes de baisse, donc pour moi on n'a pas de prise de profit massive, donc potentiellement on va avoir une consolidation, d'où la diminution, ça pourrait être la mise en place d'un hedging pour une continuité baissière rapide, pour aller chercher des zones plutôt structurelles, et justement c'est ce qu'on va se poser comme question. Là on a une très belle consolidation qui nous a été offerte dans le week-end, donc très beau week-end dans lequel on a donné en fait le temps de respiration. On a eu un dimanche qui a été plutôt agressif baissier, je pense qu'on va rester plutôt flat, hein. On risque d'aller chercher un petit peu plus bas, aller retester les 26 200, dans lequel on a un petit peu de liquidité à aller chercher, mais voilà, plutôt consolidation pour moi sur cette journée de lundi, dans lequel on pourra avoir d'ailleurs un PSI, un BC, un AR, un ST, un SO, donc on peut avoir un UT et un UTAD avant de faire justement la validation de cette distribution, donc c'est-à-dire principe distribution de week off, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, qui assure avec la rupture, retest, et ensuite on s'enfonce. Là-dessus, c'est plutôt le cas à privilégier court terme, dans le sens où on a quand même de la liquidité basse à aller chercher, donc aller chercher ici ce psy dans lequel on a pas mal de clusters de liquidation à 26 200. Par contre, on a aussi un gros cluster, parce que c'est le plus gros, qui est au-dessus de 26 700 jusqu'à 28 000, d'accord? Jusqu'à 28 000, on a beaucoup de liquidités, voire même les plus grosses liquidités qu'on a vues depuis un certain temps. Donc tout au-dessus de cette zone-là, enfin juste en dessous de cette zone-là jusqu'au niveau du cours, on a de la liquidité short très forte à aller chercher. Donc il y a deux possibilités. Soit on se retrouve sur suffisamment de liquidité short pour emmener le cours plus bas, donc aller chercher par exemple les zones de résistance à 25 500 dans lequel on irait retravailler l'order block qui se trouve là pour faire une accélération haussière, donc c'est-à-dire quelque chose qui se structurait de cette façon-là. On irait chercher cette zone-là pour repartir à la hausse, dans lequel on aura un joli pullback effectif qui se mettra en place pour une continuité haussière, chercher les 28 000, soit on aurait justement la mise en place d'une petite recherche de liquidité, UT, UTAD, cassure baissière. Donc on va bien chercher les liquidités short avant de faire le véritable mouvement short, et à ce moment-là on casserait le plus bas et on irait chercher beaucoup plus bas, on est cherché justement les liquidités dans les 24 000 qu'on a en tête depuis un certain temps. Donc là on a vraiment les deux perspectives qui sont en attente. Ça va être vraiment les liquidités qui vont se mettre en place maintenant, aujourd'hui et demain, pour voir est-ce que oui ou non on a une belle réaction, ou est-ce qu'on reste encore dans une zone de neutralité avant d'avoir justement un véritable mouvement. En tout cas, on a un retour de la volatilité au niveau du BTC, ce qui est plutôt positif sur le court moyen long terme. Personnellement, j'ai plus tendance à vous dire que le fait qu'on ait fait la rupture de ce niveau-là et qu'on est en train de consolider justement au-dessus, c'est en train de me dire que potentiellement on pourrait aller chercher un petit peu plus haut et qu'on a un petit peu plus de patates justement pour pouvoir aller structurer au-dessus. Ça c'est un petit peu mon avis actuellement, dans lequel j'aurais plus tendance à me dire que je continuerai à encadrer des longues actuellement parce que j'ai été en longue sur ces niveaux-là dans lesquels j'ai pris cette position, j'ai renforcé cette position, et dans lequel j'ai pris une partie de profit à 618, et justement, là, actuellement, je suis toujours en position, donc j'aurais plus tendance à renforcer ma position ici. Est-ce que je rentrerais en longue si je n'avais pas de position dans cette zone-là? Clairement non, parce que la zone de support elle va être là, donc la zone de SL pourrait être là pour invalider mon scénario, et donc ça voudrait dire que les performances pour arriver sur un ratio correct, je devrais dépasser les 29 000. Est-ce que je considère qu'on a suffisamment de niveau et de puissance pour monter aux 29 000? Clairement non, quand on regarde ici ce qu'on est en train de voir, nous avons quand même un plafond qui arrivera très vite dans les 27 000, avec justement cette tendance baissière que l'on a court terme qui nous emmène quand même relativement bas, donc pour moi c'est pas forcément le bon moment, même si je suis toujours un petit peu plus bullish actuellement par rapport aux zones dans lesquelles on pourrait chercher un petit peu plus haut, chercher la liquidité short avant de faire le véritable mouvement baissier et continuer notre tendance. Tendance d'ailleurs qui est toujours portée par le BTC, qui est portée principalement par les news, qui est en train de se faire, et on voit que sur le BTC Nasdaq, donc cet indicateur que je vous ai présenté la semaine dernière, qui représente la force du Bitcoin par rapport au Nasdaq, on voit que on a rattrapé quand même une grosse partie de la performance. On a rattrapé un 6, on est remonté directement à 1,75, donc on a eu une belle réaction d'ailleurs sur un retest ici de la liquidité structurelle. Pour moi, ce n'est que temporaire, on doit aller chercher ici l'order block pour avoir véritablement quelque chose de très propre, dans le sens où on irait chercher ici, hop, tac,
le niveau pour aller chercher plus bas. Alors la question à se poser, c'est là-dessus, pour ce ratio, il y a deux possibilités. Soit le BTC surperforme, soit le Nasdaq sous-performe. Est-ce que le Nasdaq serait capable de sous-performer? Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui pousserait, en tout cas, à la hausse, parce que le BTC pourrait être en neutralité comme ça, et le Nasdaq qui s'enfonce, donc à ce moment-là, on aurait une courbe qui pousserait à la hausse. Est-ce que c'est possible? Ben, j'ai envie de vous dire, oui, on voit ici qu'on est vraiment arrivé chercher les liquidités supérieures, retest du 786, après beaucoup d'accélération haussière, beaucoup de bougies vertes qui sont montées dans lesquelles on n'a pas eu de respiration. On a eu une petite respiration ici, deuxième respiration ici, mais c'est relativement faible, hein. Pour moi, on serait plus dans la mise en place d'un retracement dans lequel on irait retester les 13 700, dans lequel on aurait vraiment une respiration au niveau du Nasdaq, avant de pouvoir repartir en chasse d'accélération haussière, dans lequel on ferait quelque chose comme ça pour repartir à la hausse, voire une zone de ranging pendant un certain temps ici avant de pouvoir repartir à la hausse. Ce qui serait tout à fait cohérent de retester ici la zone de rupture. Donc là-dessus on aurait un Nasdaq qui s'enfonce, un BTC qui range ou qui continue à s'enfoncer, mais moins que le Nasdaq pour avoir une respiration au niveau du BTC ici Nasdaq, soit on se retrouve encore une fois dans quelque chose qui est encore plus fort, dans lequel on a un Nasdaq qui retrace et le BTC qui retrace plus fort, donc on aura une consolidation forte avant de pouvoir repartir à la hausse, mais en tout cas, on a tout ça encore à ravaler au niveau du BTC en termes de surperformance. On doit rester dans une forme d'équilibre où on a toujours, même, je vais aller plus loin, une surperformance du BTC par rapport au Nasdaq, et c'est un petit peu ce que l'on attend au niveau des cryptos, et c'est ce que l'on attend au niveau du Bitcoin. Mais ce qui est vraiment important à noter, c'est vraiment la résilience du BTC malgré tout ce qui est en train d'arriver, et tout ce qui s'est passé. On a quand même un BTC qui est toujours au-dessus de 25 000, et c'est vraiment impressionnant. En tout cas, moi personnellement, ça m'impressionne. On a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Je vous mets la vidéo d'analyse sur VET, donc la crypto de VeChain. Très important de regarder un petit peu ces vidéos update dans lesquelles je passe sur le fondamental et sur la partie technique pour bien vous donner une bonne explication du projet et un petit peu des niveaux clés au niveau de l'analyse technique. Je vous la mets ici de façon à ce que vous ayez toutes les infos et je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.